Ceci est un livre audio autogénéré par Google. John F. Kennedy, la France et le Maghreb. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Mahmoud Ouraba, premier pas. Souvenirs autour d'un projet de développement de l'Algérie, 1963-1980, 2012. Xavier Jacquet, Ces appelés qui ont dit non à la torture, 2012. Daniel Lago, Responsabilité de protéger et guerre humanitaire. Le cas de la Libye, 2012. Michel Bure, Algérie 60. Mascara Sétif, 1er janvier 1960 au 16 février 1961, 2012. Ali Abbassi, Espace francophone tunisien aux mains de Fatma, 2011. Chokri Ben Fr ADJ, Olivier et oléiculture en Tunisie, 2011. Guillaume Doupe, Les Algériens dans le prisme des faits divers, une lecture de la guerre d'Algérie, 1954 à 1962, 2011. Sébastien Habis et Damien Cordierfferon, Bizert, Otages de l'histoire. De la Seconde Guerre mondiale aux indépendances du Maghreb, 2011. Fabien Sacriste, Germaine Tillion, Jacques Berck, Jean Servier et Pierre Bourdieu. Des ethnologues dans la guerre d'indépendance algérienne, 2011. Abraham Lahnite, L'application du traité de Fès dans la région du Souss, 2011. Abraham Lahnite, Le Souss géographique, historique et humain, 2011. Abraham Lahnite, Les conditions d'établissement du traité de Fès, 2011. Arfaoui Khemais, Les élections politiques en Tunisie de 1881 à 1956, 2011. Hamid Chabani, Le printemps noir de 2001 en Kabylie, 2011. Makhtar Diouf, L'islam, un frein au développement, 2011. Hassan Zouiri, Le partenariat euro-méditerranéen. Contribution au développement du Maghreb, 2010. Tarek HGGY, Le djinn radical, 2010. Meheni Akbal, Père Henri Sanson SJ. Itinéraire d'un chrétien d'Algérie, 2010. Hadj Miliani, Des louangeurs au home cinéma en Algérie, 2010. Ouria Alamim Chichi, Le féminisme d'État au Maroc, 2010. Jean-Marc Valentin, Les parlementaires des départements d'Algérie sous la Troisième République, 2010. Jean Auteur, Journal de voyage en Turquie et en Perse, présentation d'Alain Riotto, 2010. Mohamed Telhine, L'islam et les musulmans de France. Une histoire de mosquée, 2010. Maher Abdmouleh, Partenariat euro-méditerranéen. Promotion ou instrumentalisation des droits de l'homme, 2010. Saïd Sadi Amirouche, Une vie, deux morts, un testament. Une histoire algérienne, 2010. Mahmoud Hamdan El Arfaoui, L'occupation italienne de la Libye. 1882 à 1911, 2010. Fredj Matoug. John F. Kennedy, La France et le Maghreb. 1957 à 1963. Préface de Jacques Toby. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 96 085 5. EAN 9 782 296 960 855. PREFACE. Au moins 2 bonnes raisons m'ont entraîné à écrire avec plaisir cette préface. Je connais et j'apprécie Fredj Matoug depuis le temps où il préparait sous ma direction une thèse soutenue avec succès en 1993. Ce présent travail, bien documenté sur les positions de Kennedy, sénateur du Massachusetts, puis président des États-Unis, relative à la question de la décolonisation au Maghreb, était destiné à une soutenance d'habilitation,
que l'irruption de la révolution du jasmin allait au moins reporter. La deuxième raison est que ce travail vient à sa bonne heure, puisqu'il part chez Kennedy d'une réflexion sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, à la base de la naissance des États-Unis eux-mêmes, et surtout sur le principe et la pratique de la démocratie, thème cher aux jeunes sénateurs. On serait en droit de se demander, vu l'immense littérature consacrée au président Kennedy, s'il était encore possible d'écrire d'une façon originale sur le sujet. Fred Matoug relève brillamment le défi. Grâce à un bel esprit d'analyse, il expose sobrement en quoi la formation du jeune Kennedy explique sa position vis-à-vis du tiers-monde et singulièrement de l'Algérie, insistant sur l'influence de l'historienne américaine Lorna Hahn. Kennedy entend se démarquer de ce qu'il considère comme la somnolence de l'administration Eisenhower dans ce domaine, et dans son discours algérien de 1957, il se déclare sans réserve pour l'indépendance de l'Algérie, dénonçant la guerre archaïque qui mène la France. Il craint que la profondeur et la durée de ce conflit tendent à jeter les nationalistes algériens dans les bras de Moscou, attitude qui montre que le sénateur a une vision globale des relations internationales de guerre froide. Le choix très judicieux des lettres reçues par Kennedy nous vaut un panorama de l'opinion aux États-Unis, en France, dans le monde arabe, notamment au Maghreb. Alors que Kennedy demande aux Américains de se souvenir de leur propre histoire, de leur naissance, fruit d'un combat victorieux contre la Grande-Bretagne, la grande majorité des lettres de Français est contre le propos de Kennedy, certaines lui rappelant un autre épisode de l'histoire des États-Unis, l'extermination des Indiens. Il faudra en effet du temps pour que la majorité de l'opinion française arrive sur les positions du sénateur du Massachusetts. En revanche, les Arabes expriment leur satisfaction. Pourtant, dès l'année suivante, Kennedy met une sourdine à ses interventions publiques, voulant laisser au général de Gaulle, qu'il admire, le temps nécessaire aux bénéfiques évolutions. Kennedy en vient à rêver d'une confédération du Maghreb, dont Bourguiba, qu'il estime, pourrait être le catalyseur. La réalité sera tout autre. Notre auteur dessine avec talent les contradictions qui assaillent le sénateur. Si, à l'occasion de la crise de Sakié Sidi Youssef, Kennedy appelle vivement à une solution de paix, indispensable pour que les États-Unis puissent conserver leur position de leader de l'Occident, il soutient de Gaulle contre Bourguiba dans la bataille de Bizerte, craignant que la perte de cette base constitue un précédent catastrophique pour ceux qui combattent la présence des bases américaines à travers le tiers-monde. Devenu président, JFK choisit l'équilibre, ménager le général de Gaulle, allié incontournable, et entretenir les meilleures relations avec les responsables des nouveaux États. Il renoue avec Bourguiba qu'il reçoit à la Maison-Blanche ainsi que Ben Bella. Que ce dernier, peu de temps après, choisit la Havane pour dénoncer l'impérialisme américain, ne modifia pas l'attitude du président qui prit le pari du long terme. Mais à cet égard, le destin lui fut contraire. Le beau et original travail de Fred Matoug confirme, en définitive, avec des nuances, ce qui est aujourd'hui bien démontré. Dans le cadre de la guerre froide, les États-Unis furent plutôt modérés et patients vis-à-vis des péripéties de la décolonisation de la France, pilier de l'OTAN. Avec ici, une spécificité, une incontestable sympathie de Kennedy vis-à-vis du tiers-monde. Jacques Tauby, professeur émérite des universités. Directeur honoraire de l'Institut français. Des études anatoliennes à Istanbul. Introduction. Le 2 juillet 1957, John F. Kennedy, jeune sénateur démocrate de l'État du Massachusetts aux États-Unis, prononça devant le Sénat de son pays un discours retentissant appelant à une solution politique en Algérie. En se prononçant franchement en faveur de l'indépendance de cette colonie française du Maghreb, Kennedy vint bousculer les relations apparemment calmes et sereines entre Washington et Paris. Cette prise de position de la part du sénateur démocrate allait prendre par les réactions qu'elle suscita, l'aspect d'une tragédie au sens grec du terme. Une tragédie qui frappa les relations entre deux pays alliés et amis depuis toujours. Elle fut sentie par certains de part et d'autre de l'Atlantique, comme un coup de poignard contre le plus vieil ami de son pays. Pour l'auteur, ce discours était une critique à la fois contre l'immobilisme de la France en Algérie, mais aussi et en même temps contre la politique frileuse et contre-productive de l'administration Eisenhower à Washington. Celle-ci restait sans voix face aux errements de Paris au Maghreb,
Iten Algérie précisément. Elle mettait de ce fait les intérêts des États-Unis et de tout l'Occident, dans cette région stratégique en danger. Seulement une question s'impose à ce stade. Est-il vrai que la politique française de l'époque en Algérie n'était une source de préoccupation aux États-Unis que pour le sénateur J.F. Kennedy? Pas si sûr si l'on regarde de plus près. Avant JFK, le président Eisenhower se faisait des soucis à cause de ce qu'il voyait comme des faiblesses et des échecs des Français. 3 ans plus tôt déjà, le refus de la France d'envoyer le contingent en Indochine malgré l'aide américaine à son égard, donna à Eisenhower une opinion peu reluisante de la politique telle qu'elle était exercée par Paris. En 1954, nous pouvons lire sous la plume du président états-unien ceci: les gouvernements de la 4e République se montraient incapables d'arrêter des décisions et de s'y tenir. Conséquence, la France avait abdiqué son rang de grande puissance mondiale. 1. En ce qui concerne l'Algérie spécialement, il faut remonter à l'été 1940 pour voir naître le premier intérêt porté par les États-Unis à l'égard de ce pays. À cette date, la relation Algérie-France et en même temps la relation Algérie-Reste du monde devint d'une importance majeure pour les États-Unis après le défaite de la France métropolitaine face aux forces de l'Axe et après l'armistice dégradant signé dès l'été de 1940. 2. Bien entendu, l'intérêt de l'Algérie découle de l'importance géographique de ce pays ainsi que de celle du reste du Maghreb, le Maroc et la Tunisie pour les États-Unis dans la guerre. Selon les clauses de l'armistice de 1940, l'Algérie devait être sous le contrôle du gouvernement de Vichy. Dès lors, le problème rencontré par les États-Unis consista à répondre à la question suivante: comment et jusqu'où ce gouvernement allait-il se laisser influencer par le pouvoir nazi en Allemagne, dans sa façon de gérer les affaires de l'Algérie? Le fait que Washington ignorait tout de l'évolution possible, dans un sens comme dans l'autre, de la situation en Afrique du Nord, la mettait dans une position inconfortable. Mais une chose au moins était sûre. Les États-Unis étaient convaincus que la présence d'une quelconque influence allemande en Algérie était contraire à leur propre intérêt. La situation était donc confuse aux yeux de Washington. Pour la rendre plus claire, il n'y avait pas mieux que les contacts directs, chose que cette dernière n'hésita pas à établir par le biais d'une liaison directe entre son consul général à Alger, Félix Cole, et le délégué général français en Algérie, Maxime Weygand. Ce dernier passait pour un homme de confiance aux yeux des Américains. Le fait que le consul général états-unien traite avec le délégué général plutôt qu'avec le gouvernement de Vichy était très significatif. Ceci en disait long sur la politique que les États-Unis avaient décidé de suivre au niveau diplomatique concernant l'Algérie en particulier, et l'Afrique du Nord française en général. Il est aujourd'hui établi que les États-Unis étaient considérés avant la Seconde Guerre mondiale comme une nation anticolonialiste. Dans cette tradition anticoloniale, où l'on compte Woodrow Wilson, le président Franklin D. Roosevelt tient une place de choix. Il fut connu pour sa sympathie à l'égard des aspirations des peuples à l'indépendance. Il n'était pas opposé à ce que les pays arabes, notamment les pays du Maghreb entre autres, recouvrent leur souveraineté. Autrement dit, il n'était pas contre un éventuel démantèlement des empires coloniaux français et britanniques pourtant alliés de son pays. Cependant, il n'était pas facile dans le cas algérien ni pour lui, ni pour Truman, ni même pour Eisenhower après lui, d'exprimer cet anticolonialisme. Le fait d'être confronté au nazisme d'abord et au communisme ensuite avait rendu ces présidents américains successifs incapables de formuler somme toute une politique opposée au totalitarisme de l'Est et au colonialisme de l'Ouest en même temps. Le choix retenu fut celui de faire taire leur velléité contre les puissances coloniales qui étaient leurs alliés les plus proches, à savoir la France et la Grande-Bretagne. Avaient-ils entendu le reproche que certains Français leur avaient fait après Suez, à l'instar de Thierry Molnier? Ce dernier publia dans le Figaro du 9 janvier 1957 une lettre aux Américains, dans laquelle il leur disait avec amertume: « Sous les regards de 300 millions d'Arabes, vous nous avez humiliés devant un Nasser », puis d'ajouter sous le ton à peine voilé de la menace: « La France défend en Afrique du Nord sa dernière chance. » Entre sa vocation africaine et l'amitié américaine, ne la forcez pas à choisir. 3. Alors à la question si les Américains avaient entendu le reproche ou pas, la réponse est oui. Ils l'avaient bien entendu,
À l'échelle officielle bien sûr. Mais était-il d'accord avec Molnier? Se sentait-il coupable de manque de solidarité avec la France et les Français? Vraisemblablement non. Ils avaient cependant ménagé leur allié, en faisant taire en premier lieu leurs critiques. Mais ce n'était pas d'une manière systématique. Même avant l'épisode de Suez, nous remarquons tout de même l'apparition de quelques couacs dans les relations entre les deux pays. Au début des années 50, la France entama une politique de détente envers ses deux protectorats maghrébins, le Maroc et la Tunisie. Cette politique démarra avec la déclaration que Robert Schuman a faite à Dinah Chesson. En Tunisie, Paris autorisa la formation d'un cabinet ministériel présidé par Mohamed Chenique et comprenant des membres du Parti nationaliste tenus jusqu'alors à l'écart, le Néo-Destour. Seulement l'événement n'avait qu'une importance de façade. Ce gouvernement n'avait en réalité que des pouvoirs limités. Au cours d'une visite effectuée à Washington en septembre 1951, Habib Bourguiba, chef du parti du Destour, accusa le résident général français à Tunis de saboter les réformes. Réagissant à cette visite, l'ambassade de France à Washington émit une protestation vigoureuse contre le fait même que Bourguiba avait été reçu au département d'État. 4. La réponse de celui-ci ne se fit pas attendre. Il répliqua sèchement, en rappelant quelques vérités qu'il estimait évidentes. Il rappela tout d'abord que Bourguiba, qui voyageait avec un passeport français, était le leader d'un parti que la France n'avait pas interdit, que ce parti était représenté au sein du gouvernement tunisien installé par Paris et que de toute manière, ce n'était pas à la France de décider à la place des Américains, qui ils pouvaient ou non recevoir officiellement dans leur propre pays. 5. Cette réponse allait être par ailleurs le début d'un long malentendu entre les deux pays alliés. La position américaine n'allait plus baisser de ton par la suite. Au contraire, elle allait se radicaliser de plus belle, jusqu'à ce qu'elle atteigne un degré d'opposition ouverte avec la politique française au Maghreb et en Algérie plus précisément. Le discours algérien du sénateur John F. Kennedy au Sénat, même si ce dernier était à l'époque dans l'opposition, était un exemple édifiant dans cette discorde franco-américaine sur fond de dossier colonial. 1. Irwin M. Wall, l'influence américaine sur la politique française 1945 à 1954, Ballan, Paris, 1989, page 457. 2. Hamburger Robert Lee, Franco-American Relations, 1940 à 1962, The Role of United States Anti-Colonialism in the Formulation of United States Policy on the Algerian Question, ph. Dissertation, University of Notre Dame, 1970, page 1. 3. Samia El-Macha, Les États-Unis et l'Algérie, de la méconnaissance à la reconnaissance, 1945 à 1962, Paris, L'Harmattan, 1996, page 27. 4. Irwin M. Wall, L'influence américaine sur la politique française, Op-Cite, page 385. 5. Ibidem. Chapitre 1er Les origines de John F. Kennedy. Quelle influence sur son profil politique? Introduction. En 1957, John F. Kennedy se prononça clairement et énergiquement en faveur de l'indépendance de l'Algérie. C'est un fait. Mais nous sommes en droit de nous poser la question sur les raisons d'un tel engagement politique. Car cet engagement était somme toute risqué, vu le contexte politique et stratégique de l'époque. Pourquoi le sénateur démocrate du Massachusetts avait-il donc pris le risque de défendre une contrée aussi lointaine que l'Algérie? Quels sont les mobiles qui l'avaient poussé à une telle position? Mais tout d'abord posons-nous les questions suivantes. Quelles étaient les prédispositions intellectuelles qui ont rendu une telle approche de ce sujet possible chez cet homme? Un engagement aussi bruyant en faveur d'une cause, qui n'était pas parmi les priorités de la classe politique américaine, peut être éclairé à la lumière de la culture politique et de la formation intellectuelle personnelle solide qu'avait reçue le jeune sénateur. D'où lui venait cet anticolonialisme à fleur de peau? Bien entendu, il a toujours existé un fort sentiment anticolonial aux États-Unis. Ceci est en relation avec l'histoire propre de ce pays. Mais ce sentiment est apparemment exacerbé chez les Américains d'origine irlandaise. Peut-on dans ce cas parler d'un rôle important joué par le facteur familial et culturel chez Kennedy? Selon toute vraisemblance, la réponse est oui.
Nous y reviendrons en détail plus loin. En outre, la longue expérience de JFK au Sénat malgré son jeune âge et sa connaissance parfaite du monde extérieur peuvent également expliquer cet engagement anticolonial. En effet, Kennedy avait acquis au long de très nombreux voyages à travers le monde une connaissance solide de la vie politique internationale. Ainsi, lorsqu'il annonça sa candidature à la présidence des États-Unis le 2 janvier 1960, il ne manqua pas de revendiquer cette expérience et cette connaissance. Ce fut un gage qu'il donnait aux Américains, comme garantie de compétence et de crédibilité prouvant sa capacité d'être à la hauteur de la lourde charge présidentielle qui l'attendait. J'ai été pendant 18 ans au service des États-Unis, comme officier de la marine dans le Pacifique durant la Deuxième Guerre mondiale tout d'abord, et comme membre du Congrès dans les 14 dernières années ensuite. Durant les 20 dernières années, j'ai voyagé dans presque tous les continents et tous les pays, de Leningrad à Saïgon et de Bucarest à Lima. De tout cela, j'ai gardé une image d'une Amérique qui satisfait un rôle noble et historique en tant que défenseur de la liberté dans un temps de tous les périls, et d'un peuple américain comme un peuple sûr, courageux et persévérant. Ainsi, un retour à ses origines familiales et à ses années de jeunesse s'avère indispensable pour donner de plus amples explications et jeter la lumière sur les fondements culturels de l'homme. Kennedy n'oublia jamais que sa famille était d'origine irlandaise. Sa mère Rose Fitzgerald était toujours là pour le lui rappeler, à lui comme à ses frères et sœurs. Maman Rose fut aussi pour eux, de la même manière, la conscience de la foi catholique. Il faut rappeler le contexte de l'espace et du temps. Nous sommes aux États-Unis dans la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe. La famille Kennedy appartient, comme la famille Fitzgerald d'ailleurs, à la minorité irlandaise catholique. Mais outre son statut minoritaire sur un plan ethno-religieux, elle était en même temps socialement parmi les couches les plus pauvres. Même s'il comptait des dizaines de millions d'individus dans le Nouveau Monde, les catholiques étaient catalogués comme une minorité. Ils étaient pour cela exploités et méprisés par la majorité protestante. Devant un tel constat, nous sommes en droit de nous poser la question suivante: quel effet peut-il y avoir lorsqu'on se sent méprisé et sujet d'ostracisme de la part de la majorité de la population? Ce sentiment allait-il agir plus tard, sur JFK face au conflit sanglant en Algérie comme un facteur d'identification à la partie la plus faible de l'équation? Une telle possibilité, comme on le verra, n'est pas à exclure. Une remarque importante est à signaler. L'arrivée du premier de Kennedy aux États-Unis a été tardive par rapport aux premiers immigrants WASP-7. Les membres pionniers de cette famille ont dû commencer pour ainsi dire au plus bas de l'échelle sociale. Ils avaient subi l'ostracisme et le mépris de ceux qui les avaient précédés sur la terre du Nouveau Monde, les anglo-saxons protestants. Elle n'était aux yeux de ceux-ci qu'une famille d'immigrés. Et au XIXe siècle, les immigrés étaient corvéables et exploitables à volonté par ceux qui se définissaient comme les natives et qui croyaient par là même avoir plus de droits que les autres, sinon même des droits sur les autres. Ce fut le sort qui attendait les premières générations Kennedy. Mais c'était compté sans la volonté et la rage de vaincre du premier de cette dynastie et notamment de Patrick Joseph, le fils de ce dernier pour s'en sortir et monter dans l'échelle sociale à une vitesse vertigineuse. L'influence familiale. A. Les premiers Kennedy aux États-Unis. L'arrivée du premier Kennedy sur le sol des États-Unis d'Amérique remonte à 1849. Après une traversée de l'Atlantique à bord du Washington Irving, Patrick Kennedy, un grand gaillard de 26 ans aux cheveux châtains et aux yeux bleus éclatants, débarque au port de Boston. Il n'était pas un survivant de la famine de la pomme de terre comme la plupart des Irlandais qui arrivèrent au Nouveau Monde, vers la moitié du XIXe siècle. Il était plutôt un aventurier qui voulait tout simplement tenter sa chance dans ces nouvelles contrées prometteuses. Celle-ci commençait déjà à exercer une irrésistible attraction sur les jeunes du Vieux Monde, notamment sur ceux qui, comme lui, avaient le goût de l'aventure. Il n'hésita pas à répondre à cet appel, d'autant plus que la ferme familiale à New Ross, dans le comté de Wexford, dans l'extrême sud-est de l'Irlande, était prédestinée à son frère aîné. Ceci était dans l'ordre des choses chez les familles irlandaises. C'est le frère aîné qui hérite de la propriété familiale. Les autres frères n'auront pour ainsi dire rien, sauf leur débrouillardise pour se faire une place sous le soleil.
Ainsi rien ou presque ne le retenait au pays. Même s'il ne souffrait pas de la famine comme grand nombre de ses compatriotes de cette époque, il voulait partir quand même. Et il partit. Une fois arrivé de l'autre côté de l'Atlantique, il s'établit à Boston et épousa quelques mois plus tard une jeune demoiselle qu'il connut pendant la traversée. Bridget Murphy, c'est le nom de cette jeune demoiselle à qui il fit la cour sur le bateau pendant le voyage. Elle était du même comté que lui. Même sans argent, le fait de fonder un foyer dès son arrivée, le premier des Kennedy avait en main un atout non négligeable d'intégration dans son pays d'adoption. Néanmoins, nous retenons le fait qu'il commença sa vie nouvelle au plus bas de l'échelle sociale. Cela veut dire qu'il commença par des petits métiers, comme docker, terrassier ou colporteur. Il prenait la première tâche qui s'offrait à lui, comme tous ses semblables parmi les plus démunis. Il était surexploité par tous les commerçants et les artisans du quartier sans scrupules. On les appelait, lui et ses semblables avec une certaine condescendance, les bouseux. Patrick Kennedy se logea dans un taudis du quartier du port. Il ne tarda pas à s'installer à son compte comme tonnelier, et continua à travailler et à rêver en regardant la belle ville de Boston de l'autre côté de l'eau, comme un mirage lointain. Pendant ce temps, Bridget lui donna les premiers Kennedy américains, 4 enfants en tout. Ils eurent d'abord 3 filles, puis en 1858 un garçon qu'on baptisa Patrick avec Joseph comme second prénom. Les conditions de vie de la majeure partie des habitants de Boston-Est étaient très dures. On comptait parmi ces habitants beaucoup d'Irlandais. Les logements délabrés et insalubres dans lesquels ils étaient logés étaient dépourvus d'électricité, de gaz et d'eau courante. Quant à eux, ils étaient sous-alimentés. Ceci fit d'eux les proies faciles des épidémies les plus graves telles le typhus et la tuberculose. Ils furent ainsi frappés par des fléaux terrifiants. En effet, à Boston, une épidémie de choléra en 1849, suivie en 1855 d'une épidémie de tuberculose, fit de grands ravages dans la population irlandaise. 8. Il n'est pas étonnant vu ces conditions que le fondateur de la future dynastie Kennedy soit emporté par le choléra, 9 ans seulement après son arrivée au pays où il voulait faire fortune. Il n'avait que 35 ans. Mais il ne faut pas s'en étonner. L'espérance de vie des hommes irlandais ne dépassait pas 40 ans. Et contrairement à d'autres immigrants européens arrivés en même temps qu'eux, les Irlandais restèrent longtemps au bas de l'échelle économique. 9 mais plus pour longtemps pour celui qui sait se débrouiller, comme le premier des Kennedy aux États-Unis. En laissant un fils, Patrick Joseph, et un métier, tonnelier, Patrick Kennedy avait fait l'essentiel. Très vite le fils comprit qu'il tenait un filon rare. Il s'orienta vers les bistrots du port en premier temps, puis vers ceux de la ville ensuite pour y couler ses tonneaux de whisky. Avec l'écoulement du whisky, l'argent coula à flot. Il fit de ce Kennedy de 2e génération un homme aisé. Ce fut, pour un immigré irlandais de fraîche date notamment, une réussite fulgurante. Au sein de la famille Kennedy, désormais l'une des plus riches et des plus illustres des États-Unis dans la première moitié du XXe siècle, on aime à se rappeler ses débuts modestes et difficiles sans jamais s'en lasser. Pour les membres de cette famille, ces débuts laborieux sont une source de fierté et d'inspiration. C'est une manière pour eux de mettre en exergue l'abnégation, la rage de vaincre et l'effort récompensé des premiers. Un effort qui fut récompensé au-delà de tout espoir. Mais au-delà du symbole pour le cercle familial restreint, cette histoire des premiers Kennedy sert aussi à ancrer cette famille dans la logique même du rêve américain. Elle raconte en fait une belle histoire américaine, partir de rien pour bâtir une richesse fabuleuse et arriver au sommet du pouvoir. B. Enfance et jeunesse de John F. Kennedy. Parmi ceux qui ont croisé le chemin de John F. Kennedy pendant son enfance et son adolescence, nombreux sont ceux qui ont témoigné et brossé son portrait. Ces témoignages revêtent une importance particulière. Pourquoi ? Parce qu'ils nous parlent de l'homme au début de sa vie, et nous le montrent tel qu'il était réellement sans phare ni artifice avant que la légende ne vienne le mystifier. Même s'il n'est pas facile après coup, de percer le mythe pour atteindre la vérité historique. André Caspi affirme que Kennedy fait partie de ces hommes publics qu'entoure un mythe persistant, un halo de légende, l'adoration des foules. 10. Que faut-il donc retenir de l'enfance de celui qui allait être le premier président catholique romain des États-Unis et porte-drapeau de la New Frontier ?
Afin de cerner les contours du personnage, il est peut-être pertinent de commencer par la période de sa jeunesse. Y avait-il dans cette période importante de sa vie des éléments annonciateurs de ce qui fera son engagement politique ultérieur? Pouvait-on déceler par exemple des signes prémonitoires indiquant que cet homme fera, plus tard, de la lutte pour l'égalité des droits civiques entre noirs et blancs dans son pays, l'un de ses slogans de sa campagne politique? Pouvait-on trouver l'explication à ce qui allait être un engagement fort et précoce, pratiquement le premier dans son genre aux États-Unis, pour l'Afrique et pour l'indépendance de l'Algérie, une fois sénateur à l'âge adulte? Ce que nous pouvons dire à propos de l'enfance de JFK se résume au fait qu'il était un enfant de riches qui avait eu droit, comme les centaines d'autres enfants de familles riches, à une enfance dorée. Laquelle enfance dorée signifie tout ce dont il a pu profiter en tant que nanti. Avoir droit aux meilleures écoles, à un train de vie de haut standing avec tout ce qui s'ensuit, argent, voyage, yacht. C'est Kennedy et les femmes. Parler des femmes dans une étude sur John F. Kennedy aujourd'hui serait un chapitre sans grand intérêt s'il n'y avait eu des incidences évidentes sur la vie politique aux États-Unis. Ces incidences sont aujourd'hui connues par tous ceux qui, aussi bien parmi les spécialistes que parmi le grand public, s'intéressent à la personne de John F. Kennedy. En fait, les relations du président avec certaines de ces femmes comme Judith Campbell Exner ou encore Marilyn Monroe l'avaient mis en contact, au moins d'une façon indirecte, avec certains chefs de la mafia. Sam Giancana, le plus célèbre parmi ces derniers, n'était pas le seul. Cette situation montre à quel point le maillon le plus haut de la chaîne du pouvoir politique aux États-Unis était exposé à un moment donné aux menaces d'un chantage probable de la part de la mafia. Et si ce chantage n'a pas eu effectivement lieu, la menace était réelle. JFK était très attiré par les femmes. Cette attraction n'était pas du tout pour le mariage ou pour un attachement sentimental, loin de là. Il s'agit plutôt dans son cas d'une simple attraction physique, une attraction presque animale, s'accordait à dire ses amis. Tout cela est connu aujourd'hui. Les aventures sentimentales, les petits amours d'un soir ou d'un après-midi, Kennedy ne les compte plus, écria Caspi en 1993. Des inconnus, des stars comme Marilyn Monroe, des amis de longue date, des secrétaires qui font partie de l'entourage, combien de femmes ont été séduites par John Kennedy? 11. Mais d'où venait cette débordante activité sexuelle chez le président Kennedy? Est-ce l'usage des potions magiques, se demande Caspi, ou encore, le père a-t-il donné l'exemple? On peut se poser la question suivante. D'où Kennedy tenait-il ce comportement qui est, faut-il reconnaître, peu ordinaire? S'agit-il d'un héritage légué par le père? Possible. Nous ne pouvons cependant le prouver d'une manière irréfutable. Néanmoins, Joseph Kennedy était apparemment lui aussi et de la même manière spécialement attiré par les femmes. Apparemment, il alla jusqu'à amener des amis à lui à la maison familiale. Plus tard, à sa grande déception, Jacqueline Bouvier découvrira cet aspect des choses après avoir épousé J.F. Kennedy. Elle a souffert en silence d'avoir pour époux un compagnon volage. Elle dira à propos des hommes Kennedy qu'ils étaient comme des chiens qui avaient besoin d'uriner à tout bout de champ. Ceci ne l'avait pas empêché tout de même d'être proche de son beau-père Joseph. Elle l'était en tout cas beaucoup plus qu'elle n'était proche de sa belle-mère Rose. L'un des camarades de John, qui était à ses côtés lors de son passage au service de la marine, dira de lui qu'il était un vrai Don Juan. Alors que l'un de ses supérieurs le décrivait, encore un peu playboy. Inga Harvad XII, qui fut l'une des innombrables conquêtes féminines de John, est l'un des témoins de la jeunesse de celui-ci. Elle la suite d'une interview qui lui avait été accordée par le chef de la Luftwaffe allemande Göring. Celui-ci la présenta à son chef Hitler qui l'invita à assister à ses côtés aux Jeux Olympiques de 1936. C'est pour cela que lorsqu'elle débarqua aux États-Unis, le FBI commença à la surveiller de près et découvrit ainsi sa liaison avec ce rappel de lui et livre ses impressions. Il avait 24 ans lorsqu'elle le rencontra à Washington en 1941. À l'époque, il effectuait un passage bref à la direction du renseignement naval de la marine américaine. Il accomplit ce passage avec le grade d'enseigne de vaisseau, grâce aux relations privilégiées de son père. Car rien ne le prédestinait à passer par ce service. Ni son expérience, ni sa santé ne justifiaient ce détour. Mais que disait Inga Harvad de JFK?
Elle disait de lui qu'il était naturel, avenant, ambitieux, chaleureux, et lorsqu'il entre dans une pièce on sait qu'il est là sans qu'il se mette en avant, sans qu'il cherche à dominer, mais en dégageant un magnétisme animal. Très en revanche, elle disait aussi qu'il était sans état d'âme et qu'il admirait plus l'esprit que le cœur. Elle parla même d'insensibilité et d'égocentrisme. Était-ce parce qu'il s'était détaché d'elle? Peut-être. Nous sommes tout à fait en droit de nous poser cette question, et même d'y répondre par l'affirmative. Car la liste de celles qui, comme Inga, avaient été très vite délaissées par leur séducteur John F. Kennedy est assez longue. Inga Harvad n'était pas en somme la seule à avoir remarqué une certaine sécheresse de cœur chez John F. Kennedy. Une autre jeune femme proche de la famille et ayant eu avec lui une relation amoureuse, disait également ceci: il était totalement incapable de se lier affectivement avec qui que ce soit. 14. Elle avait par ailleurs pris le soin de préciser que c'était là un caractère commun aux Kennedy. À l'en croire, ceux-ci étaient tous totalement bloqués sur le plan émotionnel. D'ailleurs sa sœur Kathleen, celle que la famille surnommait affectueusement Kik, 15, confirme bien ce trait un peu particulier chez toute la famille. Cadette de John de 3 ans, Kik était très proche de lui à tel point qu'elle était mêlée à ses lectures, à ses intérêts et même à ses amitiés, y compris celles qu'il avait avec la jante féminine. Elle aimait beaucoup son frère adoré, qui le lui rendait bien d'ailleurs. Un jour pourtant, Kathleen, qui était aussi attirée par les garçons que Jack l'était par les filles, dit à un soupirant pour freiner son élan: « Je suis comme Jack, je suis incapable d'affection profonde. » D. Les liaisons dangereuses du président Kennedy. Une autre femme passa dans la vie amoureuse de JFK. Elle se nommait Judith Campbell Exner, et fut l'objet d'une enquête controversée menée par la commission Church qui rendit son rapport en novembre 1975. Dans ce rapport, une note discrète disait que la commission avait des preuves qu'une amie intime du président avait été en contact fréquent avec lui, de fin 1960 au milieu de l'année 1962. Les rapports du FBI, comme certains témoignages, indiquent qu'elle était aussi l'amie de John Rosselli et de Sam Giancana, qu'elle vit souvent pendant cette période. 16. Le Sam Giancana en question fut abattu le 19 juin 1975 devant chez lui. Curieusement, cette date correspond à celle du jour où il devait rencontrer un avocat de la commission Church. Judith Campbell Exner, qui fut présentée le 7 février 1960 à John F. Kennedy par le grand chanteur de l'époque Frank Sinatra au Sands Hotel de Las Vegas, était alors mariée à un golfeur du nom de Dan Exner. Le FBI et le Congrès ne tardèrent pas à montrer des inquiétudes quant aux relations de JFK et de Judith Exner. Celle-ci mettait le chef de la Maison-Blanche dans une situation de ménage à trois, dont un membre de la mafia faisait partie. Ces soupçons allaient être repoussés par Judith Campbell, qui, en témoignant devant les sénateurs, avait déclaré que ses relations avec le président étaient d'ordre strictement privé et qu'elle ignorait tout d'éventuels contacts entre JFK et Giancana. Plus tard, elle publia un livre sous le titre de My Story, dans lequel elle donna nombre de détails impossibles à réfuter sur ses rencontres avec le président. 17. Judith Campbell fut la première femme qui avait reconnu publiquement qu'elle était la maîtresse du président Kennedy au moment où il était à la Maison-Blanche. La gravité de cette liaison était manifeste pour Seymour Hersh, l'un des plus grands journalistes d'investigation aux États-Unis. L'insouciance de Kennedy durant cette liaison, disait-il, porta un coup dur à son image, car elle signifiait qu'il s'était ainsi durant tout ce temps exposé au chantage de la pègre. 18. À en croire à Caspi, malgré les avertissements répétés de J. Edgar Hoover, Kennedy n'a pas rompu avec le chanteur Frank Sinatra, ni avec Judith Exner, puisque le président et son ami ont échangé 70 coups de téléphone et ont eu des rendez-vous discrets. Cette dame a reçu des confidences qu'elle révèle. Giancana nourrissait le projet d'assassiner Castro, en collaboration avec la mafia et la CIA. Kennedy le savait. 19. L'enchevêtrement de toutes ces relations apparaît ainsi sous une lumière éclatante. Elle montre les répercussions graves, réelles ou potentielles que pouvaient avoir les relations entretenues par JFK avec ses maîtresses, sur le déroulement de la vie politique américaine. Plus, Seymour Hersh assure que Joseph Kennedy, le père de John, avait passé un marché avec le patron de la mafia Sam Giancana. 20. Le but du deal était de leur donner un coup de pouce aux élections présidentielles.
Quelques mois plus tôt, Joe Joseph et le gangster avaient conclu un accord au terme duquel la mafia apporterait son aide à JFK lors des élections de 1960. 21, écrit-il. Kennedy père était propriétaire du Merchandise Mart et savait à quel point la mafia contrôlait les syndicats les plus importants à Chicago. 2. Les origines religieuses. Lorsque le sénateur John F. Kennedy gagna en 1960 le ticket de candidat officiel des démocrates américains à l'investiture suprême aux États-Unis, de nombreux articles dans la presse américaine, dont certains étaient assez virulents, prirent franchement position contre lui. Et certains observateurs de l'époque, comme après, s'étaient demandé si la religion du candidat n'y était pas pour quelque chose dans la prise de position de ses détracteurs. Ceci nous amène à nous poser sans détour la question suivante. Le catholicisme de J.F. Kennedy était-il un handicap pour lui dans un pays de tradition protestante? A. Le catholicisme de John F. Kennedy? Oui, mais... Pour répondre à la question si l'appartenance de John F. Kennedy à une famille catholique constitua pour lui un handicap lors de sa candidature à la présidence des États-Unis, la réponse est oui. En effet, de nombreux Américains, y compris parmi les démocrates, avaient émis des réserves quant à la candidature de John F. Kennedy aux élections présidentielles. La plupart de ses détracteurs avaient des doutes quant à sa capacité de gagner des élections générales aux États-Unis. La cause de ces doutes est que JFK était un antilibéral, ou au moins il était perçu en tant que tel d'une part, et qu'il était de confession catholique de l'autre. Il faut dire que, selon l'historien américain Robert Dallek, la suspicion contre la double allégeance des catholiques entre l'Église et l'État était aussi vieille que la République américaine elle-même, et les protestants avaient attiré l'attention contre le danger catholique depuis les années 1830, lorsqu'une immigration catholique massive commença vers l'Amérique. 22. Il est significatif de voir à quel point la question du catholicisme constitua toujours un frein pour donner sa voix à un candidat dans cette Amérique de la fin des années 1950. En effet, selon un sondage, en mai 1959, 24% des électeurs avaient déclaré qu'ils ne voteraient pas pour un catholique même s'il était bien qualifié pour l'exercice de la présidence. 23. Cependant, cette question du catholicisme aux États-Unis a bien besoin d'être nuancée. Avant JFK, en 1928, Al Smith avait été le premier catholique à briguer la présidence et il avait été battu par Herbert Hoover. 24. Étions-nous dans le même cas de figure à la fin des années 1950? La réponse est oui. Que l'on soit catholique aux États-Unis en 1959 est une chose, mais être candidat à la présidence dans ce pays de forte tradition protestante, et qui plus est, était irrémédiablement antipapiste, en est une autre. Ce à quoi les auteurs de ces articles s'opposaient, fut l'entrée d'un catholique à la Maison-Blanche. Mais qui étaient donc ces protestants, et quelle était concrètement leur appartenance religieuse au sein du protestantisme? Les détracteurs de John F. Kennedy appartenaient en fait à l'une ou l'autre des branches protestantes suivantes. Ils faisaient partie de la branche presbytérienne, la congrégationaliste, l'épiscopalienne, la méthodiste ou la branche baptiste. Pour étayer un peu plus cette question, nous citons ci-après un article sous la plume de l'évangéliste C.W.M. Fisher. Lequel article avait pour titre la phrase interrogative suivante: Pourquoi pas un président catholique? Why not a Roman Catholic President? Nous avons par ailleurs trouvé dans les papiers Kennedy à la bibliothèque de John F. Kennedy à Boston, un autre article qui allait dans le même sens. Ce dernier était signé V.E. Howard. Il a un titre qui montre le seuil de tolérance de l'opinion publique protestante états-unienne à cette époque. Ainsi, l'auteur de cet article garde sa neutralité lorsqu'il annonce ceci. Dans une émission de Houston TV, Kennedy refuse de nier la doctrine du doute. B. Pourquoi pas un président catholique? Dans son article mentionné ci-dessus, l'évangéliste C.W.M. Fisher disait notamment que l'opposition à Kennedy comme président catholique n'était pas due au fait qu'une route allait être construite entre le Vatican et la Maison-Blanche, ni qu'une armée de nonnes et de prêtres allait déferler devant les journalistes et les caméras de télévision, sur la Maison-Blanche et autour d'elle. Il disait aussi n'être pas contre aucun homme personnellement, à cause de sa religion. Il souligna cependant que loin de toute passion,
Chaque Américain doit comprendre clairement qu'un catholique n'est pas un simple croyant d'une religion, comme un protestant, un juif, un mahométan ou un bouddhiste pouvaient l'être. Mais qu'un catholique était membre d'un système ecclésiastique, un système religieux et politique tellement rigide, tellement autoritaire et tellement totalitaire qu'il exige et obtient seulement pour lui d'abord l'allégeance de chacun de ses membres véritables. 25 Il soutenait surtout que l'Église catholique à travers toute son histoire s'était proclamée comme l'unique Église de la vérité, avec le droit implicite ou déclaré de restreindre ou de détruire l'erreur qui consiste en toute foi non catholique. Et même aujourd'hui, ajouta-t-il, elle demande à être reconnue comme supérieure à n'importe quel gouvernement civil partout dans le monde. 26. Pour consolider son analyse, l'évangéliste Fisher cite des exemples et antécédents dans l'histoire récente des États-Unis. Au gouverneur du Colorado Stephen L.R. McNichols, lui-même catholique, qui disait que la religion d'une personne n'a pas de rapport avec sa vie politique, il répondit en citant l'exemple du président français, le général de Gaulle, en 1959. Ce dernier avait, selon lui, fait une très forte pression pour faire passer un projet de loi visant à augmenter l'aide aux écoles catholiques en France de 12,3 millions à 41 millions de dollars par an. À l'en croire, de Gaulle alla jusqu'à menacer de réformer la Constitution si ce projet ne passait pas. Et d'affirmer plus loin que la suite des faits confirma sa thèse de la manière suivante: sous ce genre de pression de la part d'un président roman catholique ardent, la loi passa. Seulement on peut opposer à ce genre de raisonnement la question suivante: une pareille chose pouvait-elle arriver aux États-Unis, un pays où la majorité de la population est de tradition protestante? C.W.M. Fisher n'en doutait pas, et il en citait encore des exemples. Il évoqua tout d'abord celui d'Edmund Muskie, le premier gouverneur catholique du Maine en 1954, à qui ses électeurs demandèrent aussitôt après son élection que le transport des élèves de ou vers les écoles catholiques soit à la charge du trésor public. Un autre exemple fut avancé. Il s'agit de celui de l'État de Washington. Lorsqu'Albert de Rossellini fut élu gouverneur, en fait le premier gouverneur catholique de cet État, le lobby catholique descendit dans les rues de la capitale de l'État pour réclamer l'adoption d'un programme législatif appelant à octroyer des subventions en tout genre en faveur des écoles paroissiales. Les choses n'avaient pas été différentes dans l'État de l'Ohio. Avec l'arrivée d'un deuxième gouverneur catholique, on approuva la décision de payer de simples nonnes comme professeurs dans les écoles publiques, et avec quel argent? Celui des contribuables, répondait C.W.M. Fisher. Le nombre des prêtres et nonnes enseignant dans les écoles publiques avait atteint à cette époque, toujours selon l'évangéliste, plus de 2000 dans la totalité des États-Unis. 15 États assuraient un transport gratuit aux élèves des écoles paroissiales et 5 États leur fournissaient des cahiers aux frais de la communauté. Tout ça fut appliqué en violation flagrante du premier amendement de la Constitution, aux grandes dames de cet évangéliste. Nommant le candidat catholique par son nom, il expliquait ceci. Il est vrai que le sénateur Kennedy avait déclaré dans Luke, le 3 mars 1959, que la religion c'est personnel et que la politique est une chose publique, les deux ne se rencontrent et ne s'opposent jamais. Mais avec les catholiques, elles se sont rencontrées et elles se rencontreront et s'opposeront. 27 Et citant Eleanor Roosevelt qui disait que le sénateur Kennedy savait ce que c'était le courage, mais qu'il ne serait pas libre de l'utiliser, le révérend C.W.M. Fisher adhérait à cette vision des choses sans réserve. Il affirma en outre que cela était vrai pour tout catholique, qui avait été ou allait être désigné pour occuper la Maison-Blanche. Sans oublier d'ajouter que cet aspect de la vie religieuse pouvait être difficile à comprendre pour un protestant, mais il devait être compris avant qu'il ne soit trop tard. 28 De bout en bout de sa campagne électorale, Kennedy dut affronter cette question religieuse qui revenait sans cesse de manière récurrente sur son chemin vers la Maison-Blanche. Ainsi nous lisons dans les chroniques de l'histoire à la date du 12 septembre 1960 ceci. Le mois dernier, un groupe de 25 personnalités protestantes conduit par le révérend Billy Graham, comprenant aussi le révérend Norman Vincent Peale de New York, s'est réuni à Montreux, en Suisse, pour trouver des moyens pour mobiliser les protestants aux États-Unis contre John Kennedy. L'article ajoute plus loin ceci. Puis la semaine dernière, quelques 150 pasteurs se sont réunis à huis clos et ont constitué le Comité national pour la liberté religieuse.
Ils ont aussi désigné Peel comme leur directeur et porte-parole. Ce groupe a publié un communiqué dans lequel il affirme que JFK ne sera pas en mesure de s'affranchir des efforts résolus de l'Église catholique de percer le mur qui sépare l'Église et l'État. 29. C. La réponse de Kennedy à ses détracteurs protestants. On ne peut échapper à la question suivante. Qu'en était-il vraiment du catholicisme de J.F. Kennedy tant décrié par certains religieux WASP? Ce dernier était-il aussi pieux et aussi imbibé de dogmes du catholicisme que les évangélistes protestants le disaient? Était-il réellement dévoué au pape, au point où son allégeance pour Rome passerait avant le respect de son serment envers la Constitution des États-Unis? En somme, son élection comme président aurait-elle constitué un danger réel pour l'État, pour les citoyens et pour les intérêts de son pays, rien que par le fait de son appartenance à l'Église catholique? Pour répondre à ces questions et mettre une fois pour toutes fin à toute ambiguïté, Kennedy dut s'adresser ouvertement à ses électeurs. Il comprit que pour défendre ses chances et maintenir le cap de son ambition, il devait aborder cette question frontalement et sans détour. En s'adressant aux journalistes et aux électeurs qui n'arrêtaient pas de l'interroger à ce propos, Kennedy leur rétorqua que le vote catholique était une pure invention et une absurdité. Il assura qu'il n'obéirait pas au pape dans les affaires publiques, qu'il dissocierait l'Église de l'État, qu'il ne militerait pas pour que des subsides publics soient versés aux écoles religieuses et qu'il ne songerait enfin qu'aux intérêts des États-Unis. Mais au meilleur moment de son plaidoyer, il se trouva toujours parmi ses auditeurs un sceptique pour exprimer ses doutes et ses préoccupations. Pour cette raison, et après un tel constat, il décida de faire une allocution qui fut retransmise à la télévision de Houston. Il lui fallait convaincre ses électeurs potentiels et mettre fin à toute suspicion à son égard sur ce chapitre. Le résultat de toute sa campagne en dépendait. Son discours fut offensif et convaincant. Il dit en substance : « Je ne suis pas le candidat catholique à la présidence. Je ne suis pas le porte-parole de l'Église catholique sur les questions politiques. Personne dans cette Église ne parle en mon nom. Devrons-nous dire qu'un juif peut être élu maire de Dublin, un protestant nommé en France ministre des Affaires étrangères, qu'un musulman peut siéger au Parlement israélien, mais qu'un catholique ne saurait être un président des États-Unis? 30. Malgré ce plaidoyer, le Conseil américain des Églises chrétiennes rejeta publiquement l'idée que les États-Unis puissent avoir un président catholique, 31, et adopta une résolution dans ce sens. En revanche, certains représentants d'autres familles religieuses vinrent aussitôt à sa rescousse. Le rabbin Rabbi Joseph S. Choubo était l'un d'eux. Dans un sermon livré à l'occasion du Nouvel An juif, Rosh Hashanah à Boston en septembre 1960, ce dernier, paraphrasant Thomas Paine, se posa la question suivante: qui a le droit de fouiller dans le cœur des hommes et de qualifier ou disqualifier les gens honorables de la charge suprême du pays? 32. Soutenant la position de principe qui était prise naguère par le premier président des États-Unis, George Washington, à L', en contre du mélange de la religion et la politique, il objecta: autrement nous disqualifions une fois pour toutes et pour toujours 40 millions catholiques, 15 millions à 20 millions de noirs, 5 millions de juifs et sans doute d'autres groupes minoritaires encore. 33. De son côté, lorsqu'il prit la parole devant l'association protestante des ministres du culte de Houston, Kennedy insista particulièrement sur l'idée d'une Amérique multiple et plurielle où la tolérance devrait être de mise. Je crois en une Amérique, disait-il, où aucun prélat catholique ne dirait à un président, fût-il catholique, ce qu'il doit faire, où aucun pasteur n'indiquerait à ses paroissiens pour qui voter. Je crois en une Amérique qui n'est officiellement ni catholique, ni protestante, ni juive. Finalement, je crois en une Amérique où l'intolérance religieuse prendra fin un jour. 34. Après avoir été désigné comme candidat démocrate aux élections présidentielles, Kennedy remporta dans ce discours prononcé en septembre 1960 devant l'association protestante, beaucoup plus que l'adhésion. Il souleva l'enthousiasme des démocrates. Au lieu de faiblir, son image en tant que meilleur candidat et meilleur porte-drapeau du Parti démocrate des États-Unis en était sortie plus forte et plus convaincante. Ce fut le point de départ. Un point déterminant. Et la suite n'est que trop connue pour être relatée ici. Dès la ferveur catholique de Maman Rose, quelle influence sur John?
La religion était en réalité au sein de la famille Kennedy l'affaire de la maman, Rose. La plupart des historiens et hagiographes sont d'accord sur ce point. Rose Kennedy était d'une très grande piété. Elle tenait cette ferveur de sa mère, qui la tenait à son tour de sa propre mère. Ainsi, le catholicisme gardait pour ainsi dire après 3 générations, toute sa rigueur et son dynamisme de la première heure chez ces familles d'immigrés irlandais, les Fitzgerald et les Kennedy. Rose allait, selon les témoignages, à la messe tous les jours. Et à chaque fois qu'elle sortait promener les enfants, elle ne pouvait passer devant une église sans y entrer pour prier avec eux. Par ailleurs, elle ne décidait rien d'important sans avoir consulté au préalable le cardinal archevêque de Boston qui était son confesseur, lui-même d'origine irlandaise. Elle tenait en outre à s'assurer de ne laisser à la portée de ses enfants que les livres agréés par le directorat des écoles catholiques du diocèse. C'était la seule façon selon elle, de les prémunir contre les forces libertines qui menaçaient la famille chrétienne dans l'Amérique des années 20. Elle était pratiquement prédisposée de par sa formation, à ce que la foi ait une part importante dans sa vie. Elle avait été scolarisée au couvent du Sacré-Cœur à Boston, puis à l'étranger au couvent du Sacré-Cœur d'Aix-la-Chapelle avant de finir ses études au Sacred Art College de Manhattanville à New York. 35. Cette Amérique libertine n'avait d'ailleurs rien à envier à l'Europe des années folles, qui s'était ouverte elle aussi au vent du changement après la fin de la Première Guerre mondiale. Une révolution touchant la mode vestimentaire, les mœurs et surtout le rôle et la situation de la femme, vint secouer la société à l'issue de cette rude épreuve. Ayant trop souffert, la société n'aspirait qu'à une chose: évacuer toutes les souffrances, toutes les peurs et les frustrations endurées pendant les longues années de la guerre la plus meurtrière que l'humanité n'ait jamais connue jusque-là. Ainsi, reconstruire, mais aussi profiter pleinement de la joie de vivre, étaient les maîtres mots chez toute une génération en Europe et notamment en France. Car ce fut en France que la guerre et les destructions étaient les plus ressenties par la population, ainsi que la volonté de vivre et d'oublier. Mais quoique l'Amérique fût loin, et qu'elle avait donc beaucoup moins souffert que l'Europe de cette guerre, sa société n'en était pas moins touchée par les grands changements des mœurs. Mais pour revenir à la religiosité de la famille Kennedy, on commence par se poser la question suivante: jusqu'à quel point la ferveur religieuse catholique de la maman Rose avait-elle influencé le sentiment d'appartenance catholique chez John? Pas beaucoup, apparemment. La religion était, il faut le souligner, à la base du différend qui opposa définitivement Rose à toute la gente masculine de sa famille, à commencer par son père, en passant par son mari et en arrivant à ses enfants. Fidèle au précepte religieux qui ne reconnaît à l'acte sexuel que la fonction de la procréation, elle considérait tout le reste comme péché. Pour cela, l'histoire qu'on raconte sur le conte de Rose et qui veut qu'elle ait pu mettre fin à toute vie sexuelle à l'âge de 42 ans, n'est pas totalement invraisemblable. Apparemment, juste après la naissance de Ted, maman Rose fit définitivement chambre à part jusqu'à la fin de ses jours. C'est du moins l'histoire qu'on se racontait, non sans une certaine note d'humour, au sein de la famille Kennedy. Qu'en est-il du catholicisme de J.F. Kennedy? Dès sa première jeunesse, John était moins traditionnel que ses frères et sœurs. Il avait une conception de la vie moins religieuse qu'eux. Il n'était pas très enthousiasmé par exemple par la marmaille innombrable qui remplissait la grande maison des Kennedy. Il ne partageait pas le point de vue de sa mère très catholique à ce propos, qui veut que plus une famille est grande, mieux c'est pour tout le monde. Au contraire, il raconta plus tard non sans ironie que chaque fois qu'il rentrait à la maison pour les vacances, il allait passer sa tête dans la nurserie. Il voulait vérifier s'il y avait un bébé nouveau-né pendant son absence au pensionnat. Après son mariage, il fit savoir à un journaliste qu'il réfutait l'idée d'une famille nombreuse. Celle-ci impliquerait selon lui beaucoup de contraintes. D'ailleurs, contrairement à son frère Robert qui a eu 10 enfants, plus un 11e qui est mort très jeune, John n'en a pas eu beaucoup. Il n'a eu que 2 enfants et un 3e mort tout petit. Sur le plan de sa religiosité, il faut dire que John n'avait jamais eu une attitude très pieuse, ce qui n'était pas pour plaire à sa mère. Il avait dès son adolescence montré un certain scepticisme à l'égard des dogmes catholiques. En 1937, à son retour d'un voyage qui l'avait amené au lieu saint en Palestine, il n'hésita pas aux grandes dames de sa mère à se demander pourquoi il faudrait davantage croire au Christ qu'à Mahomet.
36 déjà enfant, John s'était distingué parmi ses frères et sœurs. Il avait une attitude qui ressemblait fort à une émancipation religieuse. Selon une histoire qui resta dans le folklore familial, un jour Rose se trouvait avec ses enfants dans une église. Comme d'habitude, elle leur demanda de prier pour connaître une mort plus douce que celle qu'avait connue le Christ sur sa croix. John, qui n'avait alors guère plus de 5 ans, répondit à sa mère scandalisée qu'il préférait prier pour avoir 2 petits chiens comme un de ses camarades d'école. 37. Eunice, la plus pieuse de ses sœurs qui, sur ce chapitre, avait apparemment beaucoup hérité de sa mère, souligna clairement cette différence de John par rapport au reste des membres de la famille. Elle disait de son frère notamment ceci: « Je pense qu'avec son esprit inquisiteur il a toujours été un peu moins convaincu de certaines de ces choses que le reste d'entre nous. » 38. Elle prononça à son endroit le terme de désinvolte, en évoquant sa manière d'observer les devoirs religieux. L'était-il vraiment? À en croire ses camarades de collège, pas tant que ça. Ceux-ci étaient même surpris de constater qu'il ne se couchait pratiquement jamais sans avoir fait sa prière, agenouillé près de son lit. De plus, Claude Moisy le montre comme quelqu'un qui tient à assister à la messe du dimanche et à respecter sa prière. Il dit de lui ceci: « Où qu'il soit, il se débrouille pour assister à la messe du dimanche et si possible y communier. » 39. Alors, JFK était-il un homme de foi ou plutôt de tradition? Était-ce sa foi catholique? Ou simplement le poids de la tradition qui lui dictait ce comportement d'homme pratiquant? Nous serions tentés de nous prononcer pour la deuxième possibilité. C'est ce qui ressort de l'affirmation émise par JFK beaucoup plus tard. En effet, Kennedy dira que c'était pour son père qu'il le faisait. Quant à Jacqueline, son épouse, elle dira avec étonnement au moment de l'irruption de la religion dans la politique: « C'est vraiment injuste que des gens soient contre Jack parce qu'il est catholique. Il l'est si peu. » 40. Néanmoins, Judith Campbell-Exner, parlant en 1975 de sa relation avec JFK, elle évoqua une discussion qu'elle avait eue avec lui lors de leur premier déjeuner à Las Vegas en 1960. Elle dit ceci: « Il a été intéressé d'apprendre que je venais d'une famille nombreuse et que j'étais catholique. » 41. Mais nous pouvons considérer cet intérêt comme une forme d'identification plus qu'un signe d'une quelconque ferveur catholique. Un réflexe premier des humains consiste à se sentir proche de quelqu'un à qui on ressemble. Et dans ce cas précis, Kennedy, lui-même catholique et venant d'une famille nombreuse, avait eu le même réflexe en montrant son intérêt pour la famille nombreuse et le catholicisme de cette très jolie femme. Ainsi, l'histoire de John F. Kennedy avec le catholicisme est controversée. Il est donc difficile d'être catégorique pour donner un avis définitif à propos de ce chapitre. Néanmoins, il n'était pas selon toute vraisemblance et à la lumière de ses témoignages épars, un homme très porté sur la religion. Étant de culture plutôt catholique, il l'était beaucoup moins que la moyenne des États-Uniens dont la majorité est de culture protestante, avec parfois une forte dose de puritanisme. Peut-on parler d'antagonisme entre protestants et catholiques aux États-Unis d'Amérique? Lorsqu'ils étaient arrivés sur le sol américain, à Boston précisément, les Irlandais étaient très mal accueillis par les Blancs anglo-saxons protestants, les WASP. Arrivés de fraîche date, ils étaient tout d'abord très pauvres. Ils n'étaient pas des immigrants de la première heure. Mais ils étaient surtout identifiés par les protestants qui étaient déjà là comme différents d'eux puisque catholiques. Pour cette raison, ils étaient carrément exécrés par les vertueux puritains pour qui le pape de Rome n'était pas loin d'être l'antéchrist. 42. Il va sans dire que ces fidèles étaient méprisés et considérés comme des ignorants, des rustres et des dépravés. Ce mépris atteignit par moments des degrés de fanatisme et d'intolérance tels qu'il se transforma en acte criminel. En effet, en 1688, une vieille femme irlandaise avait été condamnée comme sorcière et pendue au Common de Boston pour avoir été surprise à réciter son chapelet en gaélique. 43. C'est parce qu'ils savaient que la terre du Nouveau Monde n'était pas très accueillante pour eux, que les Irlandais n'étaient pas nombreux à y immigrer au début. Il faut dire que les rares Irlandais qui s'étaient laissés séduire par les premières vagues d'immigration étaient essentiellement des protestants, quakers ou ménonites, revendiquant essentiellement une origine écossaise. Pour ce qui est des catholiques, qui constituent la majorité des Irlandais, ils n'allaient entamer leur mouvement migratoire en grand nombre que vers la moitié du XIXe siècle.
C'est précisément à partir de 1845, avec le mildiou de la pomme de terre, à l'origine de la famine qui avait ravagé les campagnes irlandaises, que commença l'irrésistible vague d'émigration. Ce mouvement ressembla fort à une fuite vers les États-Unis, tellement il était spectaculaire. En une seule décennie, plus d'1 million d'Irlandais extrêmement pauvres et illettrés débarquèrent à Boston et à Baltimore au nord-est américain, malgré l'hostilité ambiante. Un siècle plus tard, John F. Kennedy, qui se lançait dans les affaires politiques de son pays, n'oubliait rien de cette épreuve difficile pour les Irlandais. Celle-ci était synonyme de mépris et de discrimination exercée à leur encontre, de la part des nantis anglo-saxons. Les Irlandais, disait-il, furent les premiers à subir le mépris et les discriminations qui devaient par la suite être infligées à toutes les vagues d'immigrants par les Américains déjà installés. 44 s'était-il rappelé de cet épisode lorsqu'il prononça son discours du 2 juillet 1957 sur l'Algérie devant le Sénat? Selon toute vraisemblance, la réponse est oui. Dans une longue lettre qu'il lui avait envoyée d'Europe en août 1957, Arthur Schlesinger Jr. rappela au sénateur cette similitude entre l'Algérie sous la colonisation française et l'Irlande sous la domination britannique, 45. Mais aussi, ce souvenir était-il derrière le soutien que John F. Kennedy n'avait pas hésité à apporter aux lois américaines en faveur des réfugiés votées entre 1948 et 1960? Sans doute. En effet, Kennedy apporta son soutien à la loi sur les personnes déplacées, Displaced Persons Act, votée en 1948 alors qu'il était sénateur. Cette loi avait permis l'entrée aux États-Unis de groupes spéciaux de réfugiés grecs, italiens et polonais, d'orphelins ainsi que de réfugiés européens qui se trouvaient en Extrême-Orient. 46. Cette loi avait eu par ailleurs la faveur de la centrale syndicale la plus puissante du pays, la Fédération américaine du travail, American Federation of Labor, AFL. 5 ans plus tard, en 1953, Kennedy contribue à nouveau au vote en faveur de la loi sur l'aide aux réfugiés, Refugee Relief Act, en soutenant cette dernière au Sénat. Cette loi avait offert l'asile à 200 000 personnes venant de pays situés derrière le rideau de fer. Des groupes religieux catholiques et protestants avaient aussi œuvré pour assurer l'asile à ces personnes. Conclusion. Pour revenir à ce qui est dit ci-dessus, on peut se poser la question suivante. En quoi l'appartenance de John Kennedy à la foi catholique pouvait-elle constituer un handicap à son exercice du pouvoir à Washington? N'avait-on pas encore dépassé, à la fin des années 50 du XXe siècle et qui plus est, dans le pays de George Washington, le clivage entre protestants et catholiques? La plupart des Américains auraient pu répondre par oui. Mais certains auraient surenchéri en s'interrogeant de la manière suivante. Catholico-États-Unis, soit, mais candidat catholique à la présidence dans un pays de tradition protestante, fortement teinté d'antipapisme? 47. Cette phrase interrogative contient en elle-même une réponse suggestive. Même si elle ne prononce pas le mot non, elle le souffle. Ainsi, pour beaucoup d'Américains WASP, les catholiques aux États-Unis seraient des citoyens comme les autres, mais à condition qu'ils ne se mettent pas en tête trop d'ambitions d'ordre politique. Il ne faudrait pas par exemple qu'ils ambitionnent de présider ce pays de culture et à majorité protestante. Ainsi nous devons, face à une telle attitude, de se poser la question suivante. En quoi la majorité protestante états-unienne aurait-elle peur si un président roman catholique était logé à la Maison-Blanche? La réponse à cette question fut avancée par quelques lettres adressées à Kennedy au moment de sa campagne présidentielle, et qu'on peut trouver à la bibliothèque J.F. Kennedy à Boston. On y insista surtout sur la relation spécifique de dépendance que pourrait entretenir un sujet catholique avec le pape, et avec Rome. Une de ces lettres expliqua notamment que les choses ne revêtaient aucune gravité, si le sujet catholique était une personne ordinaire. Car un tel engagement relèverait de la liberté individuelle, qui est le droit le plus élémentaire de toute personne. En revanche, cela deviendrait problématique et même grave, si ce sujet était un responsable politique, et a fortiori s'il était président des États-Unis. Cela peut nous conduire vers une autre interrogation. Que J.F. Kennedy soit issu d'une famille catholique, c'est un fait, mais était-il assez religieux au point que sa religiosité, réelle ou supposée, teintée de catholicisme, puisse interférer voire contredire sa fonction à la tête d'un État où la majorité des citoyens est protestante? Autrement dit,
John F. Kennedy était-il le genre de catholique qui irait chercher l'aval ou l'approbation du pape pour telle ou telle question politique qui se posait à lui? À l'examen de sa vie, depuis sa jeune enfance jusqu'à l'âge adulte, nous serions tentés de répondre par la négative ou pour le moins en disant « pas si sûr ». 6. Déclaration du sénateur John F. Kennedy, 2 janvier 1960, les papiers Kennedy, les papiers pré-présidentiels, boîte 540, bibliothèque JFK à Boston, Massachusetts, États-Unis. 7. WASP, abréviation de White anglo-saxon, protestant, blanc anglo-saxon et protestant. Ceci désigne la composante majoritaire de la population des États-Unis, depuis le début de l'immigration européenne dans ce pays en 1607 jusqu'à nos jours. Cette désignation a un sens non seulement sur le plan démographique, mais aussi sur le plan culturel et surtout politique. Ainsi par exemple, pour réussir aux États-Unis, il vaut mieux être plutôt blanc que noir, amérindien ou asiatique. Il vaudrait mieux aussi être plutôt protestant que catholique romain, juif ou musulman. Nous remarquons cependant que cette réalité a tendance à s'estomper, même si ce n'est que très lentement, et ce depuis les 2 à 3 dernières décennies du XXe siècle. C'est donc cette réalité politique qui explique que jusqu'à la fin de la première décennie du XXIe siècle au moins, John F. Kennedy, le catholique romain, a été le premier et le dernier président des États-Unis à ne pas être protestant. 8. Claude Lévy, les minorités ethniques aux États-Unis. Collection, Les essentiels de la civilisation anglo-saxonne, Ellipse Éditions Marketing SA, Paris, 1997, pages 40 et 41. 9. Ibidem, page 42. 10. André Caspi, Kennedy, Les 1000 jours d'un président, Armand Collin, 1993, Paris, page 269. 11. Ibidem, page 282. 12. Inga Harvad était, selon A. Caspi, une ancienne Miss Danemark et Miss Europe. A. John F. Kennedy. Comme ce dernier occupait des fonctions à la marine jugées sensibles, Hoover, qui redoutait qu'Inga Harvad ne soit une espionne, consignait tout ce que les micros posés par le FBI lui permettaient d'entendre et de savoir pendant les rencontres des deux amoureux jusqu'aux soupirs et aux confidences. Ainsi ils purent rassembler des renseignements qui remplissent 628 pages d'écoute. 13. Claude Moisy, John Fitzgerald Kennedy. Enfance et adolescence, édition Autrement, 1999, page 189. 14. Ibidem, page 190. 15. Sur ce point, Claude Moisy assure dans son livre précité que Jack et Kathleen se ressemblaient beaucoup et étaient proches jusqu'à la complicité. Il leur arriva même de se fournir mutuellement le partenaire de leurs premiers amours. Ils avaient le même sens de l'humour et de l'irrévérence, des secrets, des mots codés qu'ils ne partageaient avec aucun autre membre de la famille. 16. Seymour Hersh, La face cachée du clan Kennedy, édition J'ai lu, 1997, page 274. 17. Ibidem. Page 275. 18. Ibidem, page 275. 19. André Caspi, Kennedy, Les 1000 jours d'un président, Opsite, page 282. 20. Sur ce sujet, S. Hersh dit que lors de la campagne présidentielle de 1960, Joe Kennedy ne fit pas que consacrer beaucoup de temps et d'argent à l'élection de son fils. Il mit en jeu la réputation familiale et l'avenir politique de John et de Bobby, en passant un marché avec Sam Giancana, dit Mooney, et le puissant syndicat du crime de Chicago. Son objectif était d'assurer la victoire démocrate dans l'Illinois et dans d'autres États où la pègre avait de l'influence. Il y parvint bel et bien, après avoir organisé une rencontre au sommet avec Giancana lui-même dans le cabinet de l'un des juges les plus respectés de Chicago. Les hommes de main du gangster veilleraient à ce que la base des syndicats contrôlés par la mafia vote pour John Kennedy, tandis que le fonds de retraite des célèbres Teamsters contribuerait financièrement à la campagne. Parlant des conséquences d'un tel deal, il ajoute « John Kennedy et son frère entrèrent en fonction en sachant que Giancana et ses complices les avaient aidés à remporter les élections de 1960. » Pour plus de détails sur cette question, voir à partir de la page 125 le chapitre 10 intitulé « Des élections truquées » et chapitre 18, Judy, page 274, dans S. Hersh, La face cachée du clan Kennedy. 21. Seymour Hersh, La face cachée du clan Kennedy, Opsite, page 279. 22. Robert Dalek, en Unfinished Life, John F. Kennedy 1917 à 1963, Little Brown and Company, 2003,
Boston, New York, London, page 232. 23 Ibidem. 24 André Caspi, Kennedy, Les 1000 jours d'un président, Opsite, page 20. 25 Fisher, CWM. Évangéliste. Why not a Roman Catholic President? Campaign issue in Pre-Presidential Papers, boîte 1022, Bibliothèque J.F. Kennedy, Boston, Massachusetts, USA. 26 Ibidem. 27 Ibidem. 28 Ibidem. 29 Chronique de l'Histoire, J.F. Kennedy, édition chronique, 1996, Belgique, page 46. 30 André Caspi, Kennedy, Les 1000 jours d'un président, Opsite, page 21. 31 Ibidem. 32 Rabbi Joseph S. Choubeau. Dieu le juge de toutes les créatures n'a pas de favoritisme. Un appel à la raison pour les prochaines élections, boîte 540, 23 septembre 1960, les papiers Kennedy, Opsite. 33 Ibidem. 34 André Caspi, Kennedy, Les 1000 jours d'un président, Opsite, page 23. 35 Dans les papiers Kennedy, nous lisons dans une biographie consacrée à Mrs. Joseph P. Rose Kennedy, la maman de John F. Kennedy, ce qui suit. Mrs. Kennedy attended public schools in Concord, Massachusetts, which was the home of her mother, and was graduated from Dorchester High School in Boston. Later she studied at a Sacred Heart Convent in Boston and abroad at a Sacred Heart Convent in Aix-la-Chapelle, where she specialized in French and German as well as in music. She traveled extensively through Europe before returning to the United States where she was graduated from the Sacred Heart College of Manhattanville, New York. Les papiers Kennedy, les papiers pré-présidentiels, Opsite, boîte 540. 36 Claude Moisy, John Fitzgerald Kennedy, enfance et adolescence, Opsite, page 95. 37 Ibidem. 38 Ibidem. 39 Ibidem, page 149. 40 Ibidem, page 96. 41 Seymour Hersh, La face cachée du clan Kennedy, Opsite, page 278. 42 Claude Moisy, John Fitzgerald Kennedy, enfance et adolescence, Opsite, page 25. 43 Ibidem. 44 Ibidem, page 26. 45 Dans cette lettre du 4 août 1957, H. Schlesinger Jr. écrivait à J.F. Kennedy ce qui suit. Je suis sûr, comme tu as dû le penser à maintes reprises, que la question algérienne est sur de nombreux points similaire à la question irlandaise, y compris la présence des colons, et qu'elle est en train d'avoir sur la politique française un peu l'effet qu'avait eu la question irlandaise sur la politique britannique avant la Première Guerre mondiale. 46 Annie Mariage Strauss, Les États-Unis face à l'immigration, Ellipse, Paris 2002, page 22. 47 André Caspi, Kennedy, Les 1000 jours d'un président, Opsite, page 20. Chapitre 2 La formation intellectuelle de John F. Kennedy et les fondements de sa pensée politique. Introduction. La pensée politique de John F. Kennedy est le produit de son environnement. Sa construction intellectuelle fut influencée par la pensée occidentale contemporaine. Il fut exposé à cette influence durant les années qu'il passa à l'université de Harvard à Cambridge, au nord de Boston dans le Massachusetts. C'est de cette chapelle, reconnue comme l'une des universités les plus illustres des États-Unis, qu'il avait décroché en 1940 sa licence de sciences politiques. Mais d'autres composantes avaient influencé, même à un degré moindre, sa culture politique. Durant sa carrière de député, de sénateur et enfin de président des États-Unis, Kennedy avait beaucoup lu et discuté avec un nombre relativement élevé d'universitaires et de spécialistes en économie, en histoire et en sciences politiques. Ce sont surtout ses lectures approfondies et ses échanges pertinents qu'il avait eus avec les nombreux intellectuels qu'il fréquentait, qui avaient parachevé sa formation intellectuelle et sa culture politique. Kennedy avait beaucoup voyagé dans le monde aussi, pendant sa jeunesse et son adolescence. Ces voyages lui avaient ouvert les yeux sur la diversité, et lui donnèrent un certain altruisme. Mais ce sont les années passées à Harvard qui lui avaient procuré l'essentiel de sa culture politique. John F. Kennedy, le président intellectuel. John F. Kennedy appartient à un club restreint parmi les présidents américains, celui des politiques intellectuels. Il fit ses études à l'université de Harvard, l'une des meilleures aux États-Unis et dans le monde. Il suivit au sein de cette université de Cambridge à Boston,
un cursus exceptionnellement riche en sciences politiques. Pris dans le contexte universitaire états-unien, ce cursus lui avait donné une culture politique générale exceptionnellement solide. Il n'était pas donné à beaucoup d'Américains d'étudier par exemple Machiavel, Jean-Jacques Rousseau, Mussolini, Marx ou Lénine comme le fit J.F. Kennedy. Les dossiers et les travaux que ce dernier avait préparés sur les théories politiques et les œuvres de ceux-ci montrent l'intérêt que le futur sénateur aura pour les différents dossiers brûlants de la politique internationale. Cela nous donne également les premières indications sur les idées politiques de celui qui allait devenir le premier président, roman catholique, des États-Unis. Il s'était concentré particulièrement sur les relations internationales et le domaine de la théorie politique. A. La construction intellectuelle de John F. Kennedy. 1. L'éducation. Dans les papiers Kennedy, Pre-Presidential Papers, nous avons trouvé sous plusieurs formes des réalisations de Biography of John F. Kennedy. Ces biographies sont parfois identiques. Elles sont cependant quelquefois légèrement différentes les unes des autres ou résumées. 48 Elles relatent, pratiquement toutes, 5 éléments essentiels de la vie du sénateur à l'époque. On y trouve un aperçu sur chacun des sujets suivants. Sa vie familiale, sa vie scolaire, avec ses prix et ses tableaux d'honneur, son dossier militaire, sa carrière d'écrivain et ses publications, sa carrière politique. Il ressort de la partie consacrée à la vie scolaire de JFK, un parcours scolaire brillant. Il avait été scolarisé à l'école publique de Brookline au Massachusetts, au Choate School, ensuite, puis enfin à Harvard. Il suivit ensuite des cours au prestigieux London School of Economics, à Londres en 1935 à 1936-49, puis il décrocha en 1940, la même année où il finit ses études à l'université de Harvard, un diplôme de l'université de Stanford. Cette biographie mentionne que J.F. Kennedy reçut le doctorat d'honneur en droit de la part de 18 instituts et universités, y compris Harvard, Syracuse, Notre-Dame, Brandeis, Tufts, l'Université de Caroline du Sud, l'Université de New Brunswick, Canada, ainsi qu'un doctorat honorifique à sciences de l'Institut technologique de Lowell, Lowell Technological Institute, 5 ans. En outre, toujours selon la même biographie, il fut choisi comme l'un des 10 jeunes hommes les plus en vue en Amérique, One of the 10 Most Outstanding Young Men in America. Il reçut des prix innombrables de différents groupes et associations religieux, ethniques ou de charité. Ainsi, il avait obtenu le prix annuel de fraternité de la Conférence nationale des chrétiens et des juifs, The Annual Brotherhood Award of the National Conference of Christians and Jews 51, le prix du patriotisme pour 1956 en tant que l'homme d'État de l'année le plus en vue de Notre-Dame, le prix de l'homme de l'année, décerné par le Polish Daily News, le prix de fraternité du séminaire technologique juif, Jewish Technological Seminary. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.